Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une grande vidéo dédiée aux jeux libres chez l'enfant. 11 clés pour tout savoir, je vais vous donner plein d'infos sur le jeu chez l'enfant, comment ça se développe, qu'est-ce qu'il faut pour que ça se passe bien et puis comment le jeu peut être un support pour les apprentissages de l'enfant. C'est passionnant, donc j'espère que je vais pouvoir vous transmettre mon enthousiasme et ma passion pour le jeu chez l'enfant et puis que vous ayez des clés pour observer vos enfants et pour les accompagner le mieux possible. Je vais tout vous dire, donc 11 clés pour accompagner votre enfant dans le développement de son jeu libre. Allez, la première clé, le jeu, c'est un indispensable chez l'enfant et ça va être le début de toutes ses premières expériences et découvertes sensorimotrices. C'est-à-dire qu'en fait, le jeu, ça va lui permettre de comprendre le monde qui l'entoure. L'enfant, quand il naît, il ne sait pas du tout ce qui se passe autour de lui, il ne connaît rien des matières, du monde, les objets, les personnes, tout ça. Et en fait, petit à petit, c'est à force de manipuler des objets et des jouets, on a l'impression qu'il joue, donc il ne fait rien de spécial. En fait, non, il est en train de faire toutes ces expériences. Il fait des tests, il va manipuler les objets et il va regarder ce qui se passe. Il va faire plein d'actions simples, ça paraît rien comme ça, hein. Il va les prendre dans les mains, il va les taper, il va les lancer, il va les superposer, enfin les empiler, il va voir si ça peut se malaxer, il va voir si ça roule, enfin voilà, il va faire plein d'actions, puis il va se rendre compte que quand il lance une balle, ça roule loin. Quand il lance un cube, ben, ça s'arrête. Il va se rendre compte que quand il est dans sa chaise haute, en hauteur, quand il lâche un truc, ça tombe par terre. Voilà, il va tester plein de choses. Que quand il tape deux objets ensemble, ça fait du bruit. Par contre, quand il tape deux cubes ensemble, ça fait du bruit. Par contre, un cube avec un doudou, bah, ça fait pas de bruit. Et puis deux doudous ensemble, ça fait pas de bruit non plus. C'est vraiment des petites expériences de scientifique, quoi. Puis il fait ses conclusions. Quand il a compris, il passe à autre chose. Donc il fait plein d'essais et le jeu, ça lui permet ça. Tous ces essais et toutes ces expériences. Et c'est à force d'avoir fait ces expériences qu'après, ben, il va pouvoir dans sa tête se dire ok, bah ça j'ai compris, j'ai plus besoin de taper deux objets l'un contre l'autre parce que c'est bon, j'ai compris ce que ça fait. Il a extrait des régularités en fait, et puis ben, après il va pouvoir faire un jeu de plus en plus élaboré puisqu'il va être capable d'anticiper, de dire bah tiens, si je mets plein d'objets dans un seau, je sais qu'à la fin mon seau il sera rempli, puis je vais pouvoir l'emmener là-bas parce que j'ai vraiment besoin de ces objets-là plutôt là-bas pour faire je sais pas quoi, donc ben, je vais charger le seau et puis je vais emmener. Voilà. Il va anticiper, il va être capable d'avoir des objectifs et d'anticiper. Et puis bah, après, il va être capable d'élaborer des scénarios et de raconter des histoires en jouant. Donc vraiment le jeu, c'est une source d'éveil et de développement pour l'enfant dès ses premiers mois. À ce sujet, j'ai écrit un petit livret complet qui s'appelle Bébé, dis-moi comment tu joues, où je vous relate et je vous décris encore plus en détail le développement du jeu chez l'enfant. Vous avez aussi des conseils, des choses que vous pouvez faire et vous avez des listes de jouets qui peuvent être bien et les listes aussi de jouets inutiles. Donc si vous voulez, vous pouvez aller sur mon blog, je vous mets le lien en description. Alors du coup, partant de là, le jeu libre, c'est quoi? Eh bien, le jeu libre, c'est le fait de laisser un enfant choisir ce qu'il utilise et choisir à quoi il va jouer. Quand on joue avec un enfant, si on lui dit bah tiens, regarde, je t'amène les blocs de construction et tu fais une maison, ouah, tout de suite il a une consigne. Alors que en fait le jeu libre c'est l'opposé de ça. C'est le laisser choisir ce qu'il veut, partir de son intérêt à lui et puis bah, passer un temps de jeu. Hein. Je vous décrirai encore après les moments de jeu comment ça se passe, mais du coup on part de ses intérêts à lui parce que forcément si ça l'intéresse, eh ben, c'est parce qu'il a quelque chose à y rechercher en fait et il a bah, des expériences à mener et du coup on va partir de lui, de ce qui lui plaît, de ce qui l'intéresse et on va faire avec. Alors quel matériel on utilise pour proposer le jeu libre? Eh bien en fait on va distinguer plutôt deux périodes. Il y a la période quand il est tout petit, on va dire 0-2 ans, où là ben, c'est ce que je vous décrivais au départ, c'est plutôt des expériences. Donc finalement
tout objet est bon à prendre pour le développement des expériences, plein d'objets variés. Et même, je vous dirais, en fait, ça sert à rien de vous ruiner en jouets, puisque vous avez sûrement déjà remarqué, mais un enfant en bas âge qui joue, il va prendre tout et n'importe quoi. Il peut jouer avec 2 cuillères, et puis 3 tupperwares, et puis des boîtes vides, et puis des cailloux, des gobelets, j'en sais rien. Voilà, en fait, ça sert à rien de faire très compliqué. Le but, c'est qu'il ait de quoi tester, de quoi faire ses expériences. Donc, vous pouvez acheter toutes les choses que vous voulez. C'est pas forcément utile en fait, même les jouets éducatifs ou quoi. Avant cet âge-là, ça sert absolument à rien. Finalement, quand vous lui proposez des objets à l'enfant tout petit, plutôt que de penser à quel jouet c'est et est-ce que c'est éducatif, pensez plutôt à qu'est-ce qu'il va pouvoir faire avec. D'accord, il a des choses, qu'est-ce qu'il va pouvoir en faire? Si vous lui donnez des boîtes, ben, il va pouvoir les remplir, il va pouvoir les vider, il va pouvoir les transporter d'autres objets ailleurs. Vous voyez, si vous lui donnez... Enfin voilà, il faut vraiment penser à l'action, qu'est-ce qu'il va pouvoir en faire? Et donc, à partir de là, ben, on peut lui donner tout ce qu'on veut et plein de choses variées, c'est même encore mieux. Après, quand il grandit, une fois 2 ans, on va séparer les objets, les jouets en 2 catégories. On va avoir les catégories d'objets signifiants et non signifiants. Les objets signifiants, c'est les jouets qui sont des imitations d'objets pour les grands. Donc ça va être la dinette, ça va être la poupée, les poupées, ça va être les mallettes de docteur, les boîtes à outils, les outils, voilà. Tout ce qui va permettre à l'enfant d'imiter ce que font les adultes. Voilà, donc ça peut permettre l'imitation, le faire semblant et le jeu symbolique. Donc au départ, il va faire comme vous, il va prendre la tasse, il va la porter à sa bouche. Puis petit à petit, il va vous inventer un restaurant. Allez, tu viens t'installer, qu'est-ce que tu veux manger? Je te prépare à manger. Et là, il va vous embarquer dans un jeu complet, un jeu symbolique. Voilà, en utilisant les objets signifiants. Et donc, il y a aussi les objets non signifiants où ceux-là, ils n'appellent pas un scénario particulier ou une mise en scène particulière. Ça va être, c'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure, mais ça va être des boîtes, ça va être des ficelles, ça va être des petits bouchons, des petits cailloux, ça va être un petit peu tout et n'importe quoi qu'il peut détourner en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que un enfant qui joue avec des cailloux, il va peut-être vous dire que c'est des bonbons et puis l'instant d'après, il va dire que c'est du matériel pour faire des travaux et puis l'instant d'après, il va vous dire que c'est des petits trésors, des pièces d'or. Vous voyez, en fait, ça peut être détourné comme l'enfant veut. Et c'est vraiment intéressant de lui proposer les deux, en fait, quand l'enfant grandit, du matériel signifiant et du non signifiant, parce que on pourrait avoir tendance à ne lui donner que des choses du matériel signifiant, mais vous voyez, le non signifiant, il est important parce qu'il va se l'approprier, il va le détourner, et du coup, il va pouvoir inventer encore plus de choses, en fait. Après, c'est illimité. Donc, c'est très chouette d'avoir conscience du matériel et puis de pouvoir lui proposer les deux. Allez, clé numéro 5, les temps de jeu. Il va falloir, pour proposer le jeu libre, qu'il ait déjà des périodes de jeu où il n'a pas de contraintes. C'est sûr que s'il est toute la semaine, je sais pas, chez la nounou, à la crèche ou à l'école, et puis en fait on n'a jamais le temps, et puis le mercredi il repart aux activités à droite à gauche, et puis voilà, il a jamais le temps, donc ça va être important quand même qu'il ait du temps dans sa semaine pour développer le jeu libre. Il faut lui laisser des périodes de jeu assez longues quand il joue, voilà, qu'il ait une petite demi-heure devant lui, une demi-heure, 3/4 d'heure, parce que c'est sûr que s'il a 10 minutes et puis vite faut repartir, et puis vite faut repartir, bon, il n'a jamais le temps de rien. Donc qu'il ait des périodes de jeu assez longues, et puis qu'il en ait régulièrement dans sa semaine. Voilà. Si c'est juste le lundi entre 17 et 18, c'est moyen, quoi. Donc c'est aussi important de ne pas remplir son planning et de ne pas chercher à combler le planning par exemple, du temps d'écran ou du temps de... Non, c'est important qu'il ait des grandes périodes de jeu pour pouvoir... des grandes périodes et des périodes fréquentes et régulières pour pouvoir développer son jeu. Alors, comment on aménage l'espace? Eh bien, l'espace, en fait, pour commencer, dès tout petit, ça va être un grand tapis au sol où l'enfant peut être en motricité libre. Donc,
Il est posé sur le dos, il est libre de ses mouvements, il y a des petits jouets à droite à gauche, il va petit à petit tourner la tête et puis se retourner pour essayer d'aller attraper ces jouets-là. Et puis c'est là qu'il va commencer son exploration, il va les prendre, il va les mettre à la bouche. Donc voilà, au tout départ c'est un grand tapis pour l'espace. Et puis après, on aménage l'espace, on essaye que ce soit des espaces qui ne soient pas trop remplis de choses, épurés. Des fois, ça ne sert à rien d'avoir plein de jouets partout, parce que finalement, ils ne savent pas quoi choisir, et puis ils n'ont même pas envie d'y aller parce qu'il y a trop de choses. Donc des espaces assez épurés, des jouets qui sont à disposition. Peut-être si vous avez beaucoup de jouets, pourquoi pas envisager une rotation de jouets. C'est-à-dire que vous en mettez certains à disposition et puis un mois après, s'ils ne jouent plus trop avec, vous les enlevez, vous en remettez d'autres. Et puis finalement, ça permet comme ça d'avoir l'impression d'avoir toujours des nouveaux jouets. C'est plutôt sympa, ils aiment bien ça. Quand c'est possible aussi pour l'espace de jeu, accepter qu'il y ait des jouets qui restent sortis. Quand c'est possible, ça dépend de votre espace de vie, mais quand c'est possible, accepter que certains jeux puissent être laissés sortis et puis que ce soit repris plus tard. Vous voyez, si c'est laissé en place et puis le lendemain il revient et il continue. Donc c'est là l'intérêt d'avoir une salle de jeu, mais voilà. Faut essayer un maximum quand vous avez un enfant en bas âge de lâcher prise sur les espaces de vie, sur le rangement. C'est pas toujours évident. Et voilà, alors c'est sûr que ça sert à rien de laisser traîner les trucs 6 mois, mais s'il a commencé quelque chose et puis que vous sentez bien qu'il a envie de le continuer, vous essayez de le garder pour le lendemain, pour le surlendemain, pour qu'il continue. Après, vous adaptez. Et encore un dernier mot sur l'espace, essayez de bien sécuriser l'espace. Voilà, que l'enfant n'ait pas accès à des choses dangereuses pour lui-même. Et puis aussi, pensez à vos objets de valeur à vous, qu'il n'ait pas trop accès, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, il fait des expériences, mais prendre le beau vase en cristal et voir comment ça fait quand il tombe par terre, c'est aussi une expérience. Donc lui, ça va lui plaire, parce qu'il va se dire « Waouh, ça fait plein de petits bouts !» Mais vous allez être un petit peu déçu ou fâché, ou voilà. Donc, voilà, sécuriser l'espace pour l'enfant, mais sécuriser aussi vos objets de valeur, c'est quand même important. Alors, clé numéro 7, comment vous faites, vous, quand votre enfant fait du jeu libre? Qu'est-ce que vous avez à faire, vous, adulte? Vous êtes là, vous n'êtes pas là, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, je vais vous donner 4 pistes de réflexion, sachant que ce ne sont pas des consignes. C'est vraiment plus pour que vous ayez l'info et que vous puissiez vous adapter. Mais après, je sais bien que on fait toujours comme on peut quand on est parent. Donc voilà, 4 petites pistes. La première, c'est d'essayer de laisser votre enfant décider de comment se déroule le jeu. Vous voyez, vous laissez votre enfant choisir ce qu'il veut prendre, choisir ce qu'il fait pour la suite, ce qu'il a envie d'utiliser, ce qu'il n'a pas envie d'utiliser, et puis la façon dont se déroule le jeu. Vous pouvez être présent. Vous êtes présent, vous n'intervenez pas forcément dans le jeu de l'enfant en fait, puisque vous le laissez contrôler. Mais si vous avez un peu le temps, vous êtes là avec lui. Vous lui montrez que ce qu'il fait, ça vous intéresse. Vous pouvez valoriser ce qu'il vous dit en lui disant par exemple « Tiens, mais c'est une bonne idée ce que tu fais ». Mais vous n'allez pas dire par exemple Ah, t'as sorti la pâte à modeler? Attends, vas-y, viens, moi je te fais une maison, regarde, je te montre. Parce que si vous faites ça, l'enfant, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire waouh, mais en fait, maman, elle sait faire une maison. Moi, je sais rien faire avec la pâte à modeler. Je sais juste la mettre dans mes doigts et puis peut-être faire des petits bouts, mais je saurais jamais faire une maison. En fait, je vais demander à maman de me faire des choses. Et c'est comme ça que vous allez vous retrouver. Si vous lui dites attends, je fais, je te montre, vous allez vous retrouver à ce que ça soit que vous qui fassiez les choses. C'est-à-dire qu'il va vous dire fais une maison, puis après fais-moi un soleil, puis fais-moi une voiture, et puis fais-moi machin. Puis finalement, votre enfant, il n'aura rien fait. C'est vous qui aurez joué à sa place. Donc, essayez un maximum d'être présent, mais sans vous imposer dans le jeu et sans lui réclamer quoi que ce soit. Rappelez-vous, il n'y a pas de contrainte, c'est du jeu libre. Il fait, vous valorisez, on dit donc c'est une bonne idée. Peut-être de temps en temps, vous pouvez lui poser une question. Est-ce que tu crois que on pourrait aussi faire ça? Ou est-ce que tu aimerais voilà, mais vraiment sans imposer. Être présent sans imposer. Et puis après, quand c'est terminé, vous pouvez aussi reprendre un petit temps pour en parler. Alors, dis donc, c'était bien quand tu as fait ça et tout. Moi, j'ai bien aimé quand tu m'as préparé à manger. Ou alors, quand on a rempli les petits cailloux dans le seau, c'était rigolo. Et puis après, il y en avait plein. Et voilà.
Vous mettez des mots pendant le jeu et vous remettez des mots aussi après pour raconter, reparler. Est-ce que tu voudras qu'on recommence et tout. Vous amenez du langage, ça c'est super. Le langage, ça sert vraiment à ça, d'écrire ce qu'on a fait, ce qu'on a observé et puis en rediscuter. C'est un bon moment de complicité ensemble. Vous allez voir que pendant les temps de jeu, en fait, quand vous êtes là et quand c'est votre enfant qui vous guide, vous allez l'observer et vous allez vraiment être en interaction avec lui parce que vous allez prendre en compte ce qu'il fait, vous allez observer ce qu'il fait et, euh, et en fait, quand on regarde un enfant faire, c'est passionnant parce il est vraiment animé par quelque chose de puissant, quoi. Il a envie de faire, il a son idée et en fait, il veut aller au bout de son idée et il est très déterminé. Et c'est top. Et c'est sûr que si on arrive, voilà, comme, je sais pas, comme un chien dans un jeu de quilles, je pensais jamais placer cette expression-là un jour dans une vidéo, mais si on arrive comme un chien dans un jeu de quilles, comme ça, on dit, oh, allez, viens, on va faire ça, machin. En fait, c'est vous qui faites finalement, c'est vous qui jouez. Mais on n'est plus en jeu libre, on est en jeu dirigé, où là, c'est vous qui donnez une consigne, et puis lui, il doit obéir. Mais vous allez voir que quand c'est comme ça marche pas souvent. Le fait de le laisser en jeu libre, vraiment, vous prenez le temps, c'est dur, hein, parce que des fois, on a envie de dire, ah bah attends, ou alors quand on voit qu'il n'arrive pas à un truc, on lui dit, attends, je vais faire à ta place. Mais finalement, c'est pas forcément lui rendre service. Si vous attendez, si vous l'observez, mais il faut vraiment être présent, quoi. C'est pas être là à moitié, puis lire un magazine ou scroller sur Internet. Ou voilà, c'est sûr que là, vous n'aurez pas l'interaction. Mais si vous êtes présent, que vous le regardez ce qu'il fait, vraiment, c'est impressionnant et c'est super chouette à voir. Et vous allez avoir des super échanges ensemble. Alors, clé numéro 8, et si votre enfant s'ennuie, comment vous faites ? Eh bien, en fait, vous n'avez pas d'inquiétude à avoir. En fait, un enfant qui s'ennuie, c'est un enfant qui fait travailler son cerveau. C'est-à-dire que, en fait, quand il s'ennuie, c'est déstabilisant pour le cerveau de s'ennuyer. Donc, le cerveau, il va travailler en disant, oh là là, faut combler ça. Faut combler cet ennui. Donc, on va trouver une idée. Regarde voir autour de toi, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu pourrais faire d'intéressant pour occuper ce temps-là. Parce que l'ennui, moi, j'aime pas trop ça. Le cerveau, il a besoin d'activité. C'est sûr que si un enfant, dès qu'il s'ennuie, on le met devant un écran, finalement, ça va vraiment restreindre ses possibilités de jeu et d'éveil. Parce que tout de suite, tac, l'ennui est coupé, on met un écran, alors c'est bien parce que du coup il s'ennuie plus, mais justement ça va pas le stimuler, ça va pas le faire rechercher, ça va pas faire marcher sa créativité. Donc laissez-le s'ennuyer, c'est le mieux que vous puissiez faire pour le développement de son jeu et pour son développement même de façon générale. Du coup j'en arrive à la clé suivante, la clé suivante c'est limiter les écrans parce que les écrans c'est du temps qui est volé pour le jeu libre. Typiquement un enfant que vous laissez jouer, il va développer son jeu, mais un enfant que vous mettez devant un écran, le temps qu'il va passer devant l'écran, c'est du temps qui est volé à la place du jeu. Oui, vous avez peur qu'il s'ennuie, et du coup, vous le mettez devant un écran. Oui, mais du coup, il joue pas. Et donc, l'enfant, il a quand même besoin de tous ces temps, de toutes ces expériences pour son développement, c'est vraiment très important. On en arrive, alors c'est des cas extrêmes, mais je veux dire des enfants qui ne jouent, on peut en arriver parfois à des enfants qui ne jouent plus, qui n'ont plus l'habitude de jouer parce qu'ils ont des écrans, beaucoup d'écrans à longueur de journée. On en arrive à des enfants qui ne jouent plus et par exemple, quand on leur sort un puzzle, ils savent même pas quoi faire avec les pièces du puzzle et puis ils vont essayer de faire comme ça avec le doigt parce qu'ils ont déjà fait des puzzles sur les tablettes mais du coup jamais dans la vraie vie. Ouah, c'est mon chien qui vient de faire bouger ma caméra. Donc oui, c'est des enfants qui ont l'habitude de faire comme ça avec le doigt pour faire bouger la pièce du puzzle, mais finalement l'enfant il ne sait pas ce que c'est un puzzle, quoi. Donc vous voyez, c'est vraiment très important de privilégier un maximum les temps de jeu. Attention, je ne dis pas non plus qu'il ne faut pas d'écran, hein. Je dis que faut pas que l'écran vole toute la place au jeu. Il doit pouvoir être possible de trouver un équilibre pour les deux. Allez, petite clé numéro 10, essayez d'insuffler du jeu libre au quotidien. Au quotidien, même quand c'est pas un temps de jeu. Par exemple, le temps du bain. C'est un temps de toilette, voilà, où on prend soin de soi, où on prend soin de l'enfant, mais c'est aussi un temps où vous pouvez faire du jeu libre. C'est-à-dire que quand il est tout bébé, vous pouvez, si vous avez une baignoire, vous remplissez un fond d'eau dans la baignoire
et vous le laissez patauger, bouger ses membres et puis après quand il grandit, vous lui donnez des pots, mais des trucs de récupération quoi, hein, des pots de yaourt et des pots de crème et puis en fait il va transvaser l'eau et il va s'amuser, il n'y a même pas besoin d'acheter de jouets particuliers pour le bain, vous faites avec de la récup. Vous allez voir, il y a des choses qui flottent, il y a des choses qui coulent et puis voilà, on peut transvaser de l'eau et puis c'est trop bien. Même le temps du repas, c'est finalement un temps où il peut tester des choses, il va prendre sa nourriture, le laisser, tant qu'il en a besoin, le laisser utiliser la nourriture et la manipuler avec les doigts. Et en fait, il va utiliser, il va tester, et il va découvrir plein de choses, puis il va manger aussi. Mais voilà, ça va lui permettre aussi des temps de découverte dans le quotidien. Le jeu libre, finalement, c'est tout le temps, hein, même quand on a 5 minutes avant de partir à l'école, hop, on le laisse aller, si vous avez un petit peu d'air, vous le laissez aller dans l'herbe, et puis il va tester, il va faire des choses. Voilà. Et le dernier point, le jeu dirigé, quand il grandit. Alors, le jeu libre, c'est vraiment pendant tout le développement de l'enfant. C'est-à-dire que même à 12 ans, quand il est au collège, il peut prendre des Playmobil, prendre des Lego et puis s'inventer des scénarios et ça fait toujours partie du jeu libre. En fait, il invente ses histoires. Il peut décider de prendre des feutres et des belles feuilles et puis de fabriquer des cartes ou d'écrire des choses. Finalement, c'est encore du jeu libre. Hein. C'est comme n'importe quelle activité libre. Petit à petit, plus il grandit, plus il fera des choses qui ressemblent à des activités de loisirs d'adultes, mais voilà, il faut lui laisser développer ça au fur et à mesure de sa croissance. Et il y a aussi du coup des jeux de société, des jeux plus dirigés. Alors ça c'est intéressant aussi à proposer en alternance, un petit peu les deux. Les jeux dirigés, il y a les jeux qui sont les jeux de société plutôt coopératifs, où là on est ensemble dans un même objectif. Et il y a des jeux de société plutôt non coopératifs, où là il y en a un qui va gagner et un qui va perdre. Et donc ça apprend aussi la frustration. Donc c'est bien aussi d'en proposer à l'enfant. Faut pas que ça, faut pas que des choses dirigées, mais ça peut être bien parce que c'est aussi important d'apprendre à jouer avec les autres. Ça apprend à respecter les règles et ça apprend à gagner et à perdre surtout. Et il faut surtout pas s'arranger pour que ce soit toujours votre enfant qui gagne. Vraiment, c'est très important qu'il apprenne à perdre. Parce que s'il apprend à perdre avec vous, il apprendra à perdre quand il jouera avec des copains. Il sera moins frustré, il saura ce que c'est. Donc vraiment, c'est important que votre enfant aussi découvre les jeux dirigés, les règles et qu'il apprenne à gagner, à perdre. Mais ça prend du temps. Hein. Enfin, vraiment, il ne faut pas attendre. Ma deuxième fille vient d'avoir 5 ans, c'est encore extrêmement compliqué pour elle de perdre. Je veux dire, à chaque fois qu'elle perd, on a encore de la frustration, de la colère, des gestes de colère. Donc ça prend beaucoup de temps. N'essayez pas de faire ça non plus quand ils sont tout petits, quand ils ont 2 ans. Lâchez prise sur les jeux de société. Plus ils grandissent et plus ils seront capables de se concentrer, de respecter les règles et d'apprendre à perdre. Donc laissez-leur le temps. Ils grandissent et voilà, ça viendra au fur et à mesure. Allez, je terminerai par une dernière petite phrase que j'aime beaucoup de Chantal de Truchy dans le livre L'éveil de votre enfant. Elle dit « Rappelez-vous que si vous passez de bons moments d'échange avec votre bébé, en particulier pendant la toilette et les repas, il sera capable d'en passer d'autres assez longs à jouer seul sans tenir compte de vous. » Et ça, c'est important et ça permet de déculpabiliser. Même si votre enfant joue seul, même si vous n'êtes pas présent, votre enfant, il est capable de jouer seul. Vous l'accompagnez au quotidien, vous prenez du temps, vous faites de votre mieux, en fait, selon vos possibilités. Mais un enfant, il est aussi capable, au fur et à mesure du temps, de jouer seul. Donc, c'est vraiment super important de déculpabiliser. Vous ne pourrez pas jouer tout le temps avec. Et même si vous n'aimez pas jouer avec, c'est pas grave. Vous faites de votre mieux, vous prenez déjà du temps pour d'autres choses. Donc, si vous ne prenez pas de temps pour le jeu, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Vous avez plein de clés dans cette vidéo, donc vous pouvez déculpabiliser. Vous ferez ce que vous voudrez avec tous les conseils, vous faites de votre mieux. Et puis n'hésitez pas à diffuser cette vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile. Abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.